Benjamin Glaise, Laurence Garcia. À suivre dans quelques instants le petit-déj d'actu avec nos deux invités, le docteur Pascal Charbonnel, il est médecin généraliste et membre de la Fédération des médecins de France, le sociologue Patrick Peretti va-t-elle autour de ce débat et cette question qu'on vous pose sur nos réseaux Facebook et Twitter, alors que les États-Unis ont lancé hier la dernière phase clinique de vaccin contre le Covid testé à grande échelle. Et vous, si un vaccin était bientôt disponible sur le marché français, iriez-vous vous faire vacciner? Ça vote depuis 6 heures, ça vote beaucoup. Oui, ça continue de voter, effectivement beaucoup, énormément. Hein. C'est notre sondage où il y a le plus de votes depuis le début depuis au moins une semaine. Effectivement, et pour l'instant, vous répond des non à 78% à cette question. Irez-vous vous faire vacciner si un vaccin est disponible? Pas mal de sceptiques parmi nos auditeurs, notamment Alexandre qui nous écrit: aucune confiance en un vaccin fait en un an, alors que normalement il en faut minimum 5 années. Vous continuez bien sûr de voter et de commenter. D'ici le débat, ça sera dans quelques instants. Vous votez, vous commentez sur Twitter et sur Facebook. Et on posera bien sûr toutes ces questions à nos invités. Mais avant, on va faire un point sur les incendies en Gironde. Hier après-midi, ce fut le premier incendie d'ampleur de l'été à Tuzan en Gironde. Et pour en parler, votre invité Benjamin, c'est le capitaine Mathieu Jomin. Il est officier de communication aux SDIS, les pompiers de Gironde. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour évoquer cette situation qui bouge énormément. On l'imagine d'heure en heure. Le feu était fixé, on nous l'annonçait hier soir. Effectivement, c'est-à-dire qu'il n'avançait plus. On en est où ce matin ? Alors le feu est à présent maîtrisé, donc ce qui confirme cette évolution positive. Néanmoins, il nécessite le déploiement d'une centaine de sapeurs-pompiers appuyés par plus de 20 moyens de lutte pour pratiquer des opérations de noyage, de traitement des lisières et bien évidemment de surveillance. Oui, allez-y. Pardon. Non, les conditions météorologiques sont favorables, plus clémentes que hier, donc elles vont nous aider dans ces démarches-là. Toutefois, nous restons extrêmement prudents et vigilants car le sinistre est quand même assez étendu. On a plus de 250 hectares de brûlés et donc appelle vraiment la vigilance de tout instant. Un camion qui a été brûlé, 4 pompiers par ailleurs victimes d'un coup de chaud. On est vraiment sur une première grosse alerte sur le front des incendies, Mathieu Jomin. Exactement, il faut savoir que les conditions de travail sur un feu de forêt sont réellement dantesques et comme vous l'avez dit très justement, dans le cadre des phases d'attaque, nous avons perdu un véhicule et nous avons eu également 4 sapeurs-pompiers légèrement blessés. Effectivement, ils ont pris un coup de chaud. Le service de santé et de secours médical du SDIS de la Gironde a également pris en charge une dizaine d'autres sapeurs-pompiers pour des petites blessures. Mais voilà, ça reste un engagement extrêmement intense pour les personnels et pour les matériels. Alors on est à 60 km au sud de Bordeaux. On parlait hier d'une 50aine d'habitants qui avaient été évacués alors par précaution. Est-ce que vous savez s'ils ont pu rejoindre leur domicile et est-ce que des maisons ont été touchées par cet incendie ? Alors, à ma connaissance, aucune maison n'a été touchée. On a eu des jardins qui ont été quelque peu noircis, mais aucune habitation, construction en dur n'a été touchée. Quant à la réintégration des locaux par les personnes qui ont été mises en sécurité, cette réintégration est toujours en cours et elle se fait au gré de l'évolution du sinistre. Le feu est certes abaissé, mais il y a énormément de fumée sur zone, ce qui est une contrainte pour le voisinage, bien évidemment. D'un mot pour terminer, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les raisons de cet incendie ? Non, les circonstances restent inconnues. Toutefois, je profite de votre antenne pour rappeler de prévention élémentaire, et entre autres ne pas jeter son mégot de cigarette à l'extérieur et éviter tout type de feu, type barbecue, à proximité d'un massif boisé. Et suivre bien évidemment les recommandations édictées par les sapeurs-pompiers, par les services de la préfecture ou par les municipalités, le cas échéant. Merci pour ce rappel et merci d'avoir été avec nous ce matin pour faire ce point sur cet incendie à Tuzan, qui est donc maîtrisé, on le sait maintenant grâce à vous, capitaine Mathieu Jomin. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes officier de communication aux SDIS, les pompiers de Gironde, et très bon courage, surtout pour la suite. Merci, Allez, à 9h07, c'est l'heure de notre petit déjeuner d'actu. Sud Radio, le grand matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia.
Et oui, effectivement, puisque on vous pose cette question depuis le début de ce grand matin, était de savoir est-ce que si un vaccin était disponible, est-ce que vous iriez vous faire vacciner? Continuez à voter. Vous continuez à voter, effectivement, ça vote énormément pour l'instant. Vous répondez non. Pour vous, c'est pas de vaccin en tout cas à 78%. On va en parler bien sûr avec nos invités qui ont accepté de débattre avec nous, avec d'un côté le docteur Pascal Charbonnel, médecin généraliste et membre de la Fédération des médecins de France. Avec nous aussi ce matin, Patrick Peretti-Vatel, qui est sociologue, directeur de recherche à l'INSERM et coordinateur scientifique du projet Coconel. On explique que c'est un projet qui étudie l'épidémie de coronavirus. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors avant de vous faire réagir sur notre sondage et puis de parler du scepticisme français à l'égard des vaccins, on le sait, les États-Unis ont lancé hier la dernière phase clinique de 2 vaccins potentiels, testés à grande échelle. Je vais commencer par vous, docteur Pascal Charbonnel. Certains, alors que ce soit aux États-Unis, en Chine ou en Angleterre, annoncent un vaccin pour la rentrée, pour la fin de l'été, d'autres pas avant l'année prochaine. Franchement, vous, avec votre expérience et recul, ce vaccin anti-Covid, honnêtement, c'est pour quand ? C'est difficile à dire comme ça de manière précise. Ce qu'on sait, c'est le temps de développement habituel d'un vaccin et que si tout se passe bien, l'hypothèse la plus crédible, c'est quand même début 2021, voire mi-2021, même si les essais cliniques sont tout à fait encourageants. On est très très loin d'un vaccin opérationnel sur le terrain avant ces délais-là. D'habitude, il faut 10 ans pour fabriquer un vaccin ? Si on prend l'exemple du VIH, qui est un bon exemple, ça fait 20 ans qu'on cherche ce qu'on ne trouve pas. Donc on ne peut pas dire à l'avance. C'est très très incertain comme recherche, c'est compliqué. Là, on pense raisonnablement que les choses avancent dans le bon sens, mais par rapport au sondage, c'est très bien. On a 1 an pour convaincre. Oui, c'est ça. Il y aura un gros travail de pédagogie, on en parlera tout à l'heure. Beaucoup d'auditeurs, d'ailleurs, ont laissé des messages sur Twitter, avec cette peur d'un vaccin trop vite fait et donc peu efficace, cette course contre la montre aussi. Ça inquiète. Alors, il y a le côté efficace ou pas efficace, et il y a le côté trop vite fait. Alors, le trop vite fait, ça sera une après-plume. Je pense que les techniques de recherche et les équipes de recherche ont des procédures extrêmement précises et sauront tout à fait produire des vaccins en toute sécurité pour les utilisateurs. La question est un peu mal posée. La question, c'est pas... il faut remettre ça dans le contexte de pourquoi on se fait vacciner. Et là, il y a 2 raisons quand même essentielles. La première, c'est si on est vacciné, on n'est plus contaminant, donc on protège les autres. La première démarche, c'est ça. Et ça veut dire que effectivement, si on pose la question, une fois que vous êtes vacciné, vous pouvez retourner en boîte de nuit. Est-ce que vous faites c'est sûr que... Non, mais la réalité de terrain, c'est ça. C'est ce que ça donne comme possibilité aux gens qui vont se faire vacciner. Ça donne comme possibilité de ne plus être dangereux ni pour eux ni pour les autres, et donc de pouvoir reprendre une vie aussi normale que possible. Bon, on la tournera comme ça la question. Effectivement, ça peut changer la donne. On va faire intervenir le sociologue Patrick Peretti-Vatel qui est avec nous aussi. Avec cette question, effectivement, parce qu'on le voit alors sur notre sondage, en tout cas pour l'instant, on a des auditeurs qui sont assez sceptiques sur cette question du vaccin, sur la Covid-19. Et c'est vrai qu'on avait l'impression, il y a quelques mois encore, que tout le monde attendait ce vaccin, en tout cas qu'on espérait qu'il arrive le plus vite possible. Et là, en tout cas sur notre sondage, et on le voit aussi sur d'autres sondages par ailleurs, on a l'impression que le scepticisme grandit. Oui, en l'occurrence, nous, on avait déjà commencé à poser cette question fin mars. Et fin mars, et pendant tout le mois d'avril, on avait à peu près effectivement 1 adulte sur 4 en France qui disait qu'il refuserait ce vaccin s'il était disponible. Et on était monté effectivement au-delà des 30% après le confinement. Donc ces résultats-là sont pas très surprenants, mais il faut savoir que il y a un scepticisme à l'égard de la vaccination et à l'égard de certains vaccins en France depuis déjà de nombreuses années, et que d'ailleurs on s'en est surtout bien rendu compte il y a 10 ans lors d'une précédente pandémie où on avait prévu de vacciner tout le monde en 2009-2010 contre la grippe H1N1, et au final il n'y a que 8% des gens qui s'étaient vaccinés. Donc il y a un vrai enjeu
on peut avoir des craintes légitimes sur le fait que les gens acceptent ou non ce vaccin. Et effectivement, en général, c'est pas tellement qu'ils craignent pas la maladie, ou c'est le vaccin en lui-même en général qui pose question depuis quelques années. Les effets secondaires, énormément des effets secondaires, effectivement. Et les effets secondaires avec des effets peut-être spécifiques à cette question du Covid-19 ou pas, au-delà du scepticisme qu'on remarque depuis quelques années déjà en France sur l'ensemble des vaccins? Il y a effectivement nous dans nos enquêtes, on demandait effectivement aux gens pourquoi ils refusaient ce vaccin, et très largement la première raison qui ressort de leur réponse, c'est le fait qu'un vaccin fait dans l'urgence pour eux ne serait pas sûr, sachant que c'est aussi dans un contexte quand même où il y a eu beaucoup de controverses scientifiques et où la parole des scientifiques a été quand même pas mal mise à mal pendant cette crise, et je pense que c'est ça qui laisse des traces effectivement dans les opinions. On pense effectivement à l'hydroxychloroquine où on a eu énormément de débats sur cette vérité scientifique, Laurence. Avant de donner la parole à nos auditeurs, je crois que le docteur Pascal Charbonnel voulait réagir. Oui, on n'est pas dans les controverses scientifiques et sans mettre en cause personne, on est dans des controverses médiatiques. Sur le plan scientifique, l'histoire de l'hydroxychloroquine s'est pliée depuis des semaines. Et les publications qui montrent que c'est totalement inefficace sont mondiales. La France est la risée du monde en termes de recherche scientifique. Actuellement, il faut s'en rendre compte quand on regarde les revues internationales. Et on va avoir le même phénomène avec les vaccins. C'est-à-dire quand on a une communication approximative, c'est totalement bien décrit, à ce moment-là, les complotistes de tous bords s'engouffrent là-dedans avec beaucoup de facilité. Encore une fois, tant qu'on n'aura pas replacé le vaccin dans une logique de santé publique, de à quoi ça sert, pourquoi on le fait, qu'est-ce que ça évite, qu'est-ce que ça fait gagner au temps et qu'est-ce que ça fait perdre, à ce moment-là, on est dans une logique de communication claire. On part d'un échec du coup. Ça veut dire que si on a une défiance des Français vis-à-vis des vaccins en général, qui plus est sur ce vaccin de la Covid-19, c'est-à-dire qu'il y a un échec, si ce n'est de communication, mais de pédagogie à ce moment-là. C'est l'exemple de l'épidémie de 9 ans et des âneries répétitives qu'on a proférées dans tous les sens pour des raisons uniquement de communication politique. Oui, c'est sûr. On paye très cher 15 ans de communication approximative. Alors ça réagit beaucoup notre standard et sur nos réseaux, et on a Pierre de Toulouse qui nous appelle et qui voulait intervenir à ce sujet. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez voté à notre question. Irez-vous vous faire vacciner si un vaccin était bientôt disponible sur le marché français? Oui, moi je dis oui absolument. Alors je crois que quand même le vaccin de la grippe est déjà un vaccin qui n'a pas fait l'unanimité, et pourtant quand on regarde et qu'il y a à peu près je crois 15 000 morts par an, on devrait tous se faire vacciner. Et c'est quand même dommage parce que ce vaccin-là n'a pas d'effet secondaire. La preuve en est, c'est que d'ailleurs je pense qu'il a peut-être des effets même positifs. Je pars toujours du vaccin de la grippe. Il a peut-être des effets positifs aussi sur le Covid, parce que lorsque le Covid c'est bien entendu, on a vu un petit peu les conséquences du Covid, puisqu'à la fin, vous ne pouvez plus respirer, puisque vous avez les bronches de prise. Et si vous êtes déjà vacciné contre la grippe, ça peut avoir, d'après moi, des effets positifs sur le Covid. Ça n'a jamais été évoqué, personne n'en a parlé, et pourtant, je pense que ça a des effets positifs. Donc, pour moi, dès demain, s'il y a un vaccin, je crois qu'il vaudrait mieux. Alors, bien sûr, il y en a qui vous diront, oui, mais on peut avoir des maladies secondaires. Mais quoi qu'il arrive, les personnes qui ont un certain âge et qui peuvent justement mourir à la suite de ça, eux, on devrait leur imposer carrément le vaccin, au moins à partir de 50 ans, minimum. Merci pour ce témoignage. Pierre, au 0826 300 300, vous donnez votre avis. En tout cas, docteur Pascal Charbonnel, juste d'un mot, on entendait justement notre auditeur Pierre qui nous parlait du vaccin contre la grippe qui peut aider à lutter contre la Covid-19. On en sait quelque chose là-dessus? Malheureusement, ça n'est pas exact et on n'a rien qui va dans ce sens. Mais l'exemple de la grippe est un bon exemple. Chez les personnes âgées, l'efficacité du vaccin, c'est de l'ordre de 20%. C'est-à-dire que 20% dans une maladie comme ça, c'est énorme. C'est ça qu'il faut imaginer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas un vaccin qui sera efficace demain à 100%. Par contre, tout pourcentage gagné dans cette situation va permettre de globalement... La vaccination, c'est une démarche collective. Et ça, c'est pas tout à fait dans l'air du temps, malheureusement, mais c'est là-dessus qu'il va falloir insister. Avec la question de savoir à partir de combien de personnes justement vaccinées on peut avoir une efficacité contre la maladie, contre un virus aussi.
Alors c'est très variable suivant les virus, mais on sait grosso modo que l'efficacité est correcte au-dessus de 60%, et si on arrive à 80%, on bloque complètement une épidémie. C'est ce qu'on constate avec la rougeole. Malheureusement, on s'est élevé contre le fait que certains vaccins deviennent obligatoires alors qu'ils n'étaient que conseillés, mais si on voit dans les chiffres, la réalité des chiffres, ce sont des maladies graves qui, dans fréquence diminue, donc c'est pas rien. Restez avec nous, docteur Pascal Charbonnel et le sociologue Patrick Peretti-Vatel. Donc on poursuit cette conversation avec vous, bien sûr, qui nous écoutez. N'hésitez pas à intervenir au 0826 300 300 et continuez à voter sur nos réseaux Twitter et Facebook. Irez-vous vous faire vacciner? On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. C'est la suite de notre petit déjeuner d'actualité avec nos deux invités, le docteur Pascal Charbonnel, médecin généraliste et membre de la Fédération des médecins de France, et le sociologue Patrick Peretti-Vatel, chercheur de l'INSERM à l'IHU Méditerranée Infection à Marseille. Et cette question qu'on vous pose à vous qui nous écoutez sur nos réseaux Twitter et Facebook depuis 6h du matin maintenant, irez-vous vous faire vacciner si jamais un vaccin était bientôt disponible sur le marché français? Et c'est un gros non dans l'ensemble, Benjamin. Oui, toujours non. 77% de non pour l'instant sur nos réseaux sociaux, sur Twitter. Avec, tenez, je vais prendre l'avis d'un oui, Jean-Roger, qui dit bien sûr que j'irai me faire vacciner. Trop de gens ne comprennent pas que des maladies ont disparu du globe grâce à la vaccination systématique. Effectivement, c'est ce dont on parlait dans cette première partie. On continue bien avec nos auditeurs ont la parole sur Twitter. Ils ont la parole aussi au 0826 300 300 et on est avec Abdel ce matin. Bonjour Abdel. Bonjour à tous. Vous nous appelez de Paris, c'est ça? Exactement, je vous appelle de Saint-Ouen pour être précis. C'est précis, effectivement. Exactement. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez justement. Vous, s'il y a un vaccin qui est disponible dans les prochains mois, est-ce que vous faites vacciner ou pas? Alors, moi personnellement, j'ai eu le Covid, pour être honnête, et On n'a pas compris ce que vous avez dit, Abdel, j'ai pas compris. Vous avez eu le Covid? Oui, j'ai été atteint dès le début, et j'ai eu la forme très bénigne, donc tout est passé. Vous avez quel âge? Bien pour moi. J'ai 30 ans. D'accord. Donc tout s'est passé bien pour moi. Mes parents, qui sont pour le coup, eux, des médecins généralistes comme docteurs, ils n'ont pas cette chance. Ça c'est très violent. Après, bon, concernant, pour revenir à la vaccination, moi je comprends parfaitement le scepticisme de nos sociétés. Quand on voit toute la polémique qui s'est passée sur tous les centres, tous les conflits d'intérêts qui ont été mis à jour par tout le monde, sans revenir toute la polémique qui s'est passée ces derniers mois, comment voulez-vous que on savait qu'il y avait un traitement qui pouvait avoir une efficacité? Bon, maintenant, est-ce que c'est vérifié, pas vérifié? Est-ce qu'on a fait la méthode qui fait? Si vous pouvez terminer en un mot, Abdel, on a compris votre propos, mais parce que pas très bien, la liaison est pas terrible pour tout vous dire. D'accord. Ça capte pas très bien, ça, toi. En fait, ce que je veux dire, voilà, je vais conclure sur un mot. Oui, allez-y. Personnellement, si j'avais pas eu le Covid, je ne me ferais pas vacciner. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que si cette maladie, si ça ne s'est pas passé ce qui s'est passé pendant ces 4 mois qui sont passés, peut-être que tout le monde serait parti vacciner. On va faire réagir, nos invités. Merci Abdel. Merci beaucoup. Désolé, la ligne n'était pas terrible. Merci. Vous continuez à nous écouter bien sûr sur Sud Radio. On va faire réagir Patrick Peretti-Vatel, un sociologue, directeur de recherche à l'INSERM, parce que vous avez pas mal étudié la question de sur ces vaccins, de l'acceptation ou non de ceux qui sont méfiants ou sceptiques par rapport à ces vaccins. C'est quoi les profils? En l'occurrence, c'est vrai que, juste pour revenir sur ce qui a été dit, bien sûr. Effectivement, comme le disait Abdel, notre auditeur. Ouais. Non, le docteur Pascal Charbonnel. Le docteur Pascal Charbonnel, exactement. La vaccination, c'est une question collective, mais le problème, c'est que pour la plupart des gens, en l'occurrence, ça reste une question individuelle, c'est-à-dire que les gens se vaccinent pour eux-mêmes. Et c'est très rare, effectivement, quand on fait des enquêtes, que les gens expliquent qu'ils se vaccinent pour les autres, malheureusement. Sur la question de l'obligation, c'est vrai que
C'est une manière efficace effectivement d'imposer un vaccin, mais ça va un petit peu à rebours de l'histoire. Et quand même, suite à la concertation qui avait été faite pour essayer de restaurer la confiance de la population à l'égard des vaccins, il y a 3 ans, on avait dit provisoirement on rend les vaccins obligatoires, mais c'est bien dans l'idée que c'est quelque chose de provisoire et que pendant ce temps-là, on va essayer de mener des actions pour restaurer la confiance, de façon à ce qu'ensuite, même si les vaccins ne sont pas obligatoires, les gens continueront à se faire vacciner. Donc, c'était seulement il y a 3 ans, mais il ne s'est pas passé grand-chose pendant 3 ans. Pour revenir sur votre question, effectivement, c'est vrai qu'avant, quand on observait les comportements vaccinaux, on avait une minorité de gens qui étaient contre tous les vaccins et une majorité qui plus ou moins mollement était favorable à tous les vaccins, alors que depuis une dizaine d'années, on observe des profils différenciés avec des gens qui s'informent beaucoup plus qu'avant, mais qui sont opposés à certains vaccins. Donc des gens qui, par exemple, n'auront aucun problème à donner l'Aurore à leurs gamins, mais qui, par contre, vont beaucoup hésiter sur le HPV pour leurs filles et refuseront le vaccin contre la grippe H1N1. Par exemple, effectivement, des profils qui, pour le coup, sont assez différenciés, avec parfois, effectivement, des gens typiquement des gens plus âgés, moins diplômés, qui seront plus opposés au vaccin contre la grippe, même s'ils font partie de la population cible. Et puis par contre, on sait par exemple que les gens qui sont opposés au vaccin HPV pour les jeunes filles sont beaucoup plus diplômés que ceux qui sont opposés à d'autres vaccins. Donc effectivement, il y a des profils différenciés à cause aussi effectivement de toutes les informations qui circulent sur les notamment Internet, qui font qui sont contradictoires. Ça fait une pièce de résonance par rapport à toutes les informations contradictoires qui circulent. On va faire réagir le docteur Pascal Charbonnel. Il y a un point très intéressant dans ce que vous dites, c'est les vaccins obligatoires sont ceux pour lesquels il n'y a aucun doute, ni d'efficacité, ni de justification. Ça paraît plus sûr. Le HPV n'est pas obligatoire, et c'est bien pour ça. Le rotavirus n'est pas obligatoire, et c'est aussi parce que les autorités de santé ont dit quand on est sûr, on y va, quand on a un doute, on n'y va pas. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est effectivement la complexité entre la démarche individuelle et la démarche collective. Ce qui va être intéressant, me semble-t-il, dans les mois à venir, c'est de développer un argumentaire en disant individuellement, pour vous, ça vous apporte quelque chose si vous êtes vacciné. C'est-à-dire, effectivement, la question c'est en quoi les mesures barrières, c'est casse-pied, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au concert, etc. Imaginer un monde où on va pouvoir vacciner les gens, c'est imaginer un retour à la vie normale le plus rapide possible. Et effectivement, on est dans une situation où les gens doutent, et il faut aller travailler leurs doutes, il faut certainement pas leur imposer, il faut aller discuter avec eux et leur dire qu'est-ce que ça va vous rapporter à vous d'être vacciné. Et à ce moment-là, on va poser la question, comme je l'ai posée au départ. Si vous êtes vacciné, vous pouvez aller en boîte de nuit. On essaiera, on vous dira. On essaiera. Mais on a plein de questions qui se posent aussi autour, effectivement, parce que là, on parle d'un vaccin, en l'occurrence, en tout cas, en phase de test, les derniers tests aux États-Unis. Donc, on parle effectivement, potentiellement, d'un vaccin américain. On parle aussi des Chinois qui avancent de leur côté. Des Anglais aussi. Il n'y a pas cette méfiance aussi là, d'autant qu'on a eu la polémique sur Sanofi et justement ces vaccins qui pourraient aller aux États-Unis, où on a eu des précisions depuis du côté du gouvernement. Est-ce que ça joue aussi ou pas finalement dans la méfiance de certains Français vis-à-vis de ce vaccin du Covid-19 peut-être moins. Sur ce point, plus généralement, si je peux intervenir, c'est un problème de politisation des enjeux de santé publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus des gestes qui devraient être juste des gestes de santé publique deviennent des gestes politiques. On le voit bien aux États-Unis, où au moins pendant un moment, mettre un masque, c'était pas une question de protection individuelle, c'était une façon de dire si on était pro ou anti-Trump. Bien sûr. Et il faudrait surtout éviter qu'en France, décider de se faire vacciner, ça devienne une façon de prendre position pour ou contre le gouvernement en place ou d'exprimer des préférences politiques. Là-dessus, le docteur Pascal Charbonnel aussi, justement, sur cette question, effectivement, de la politisation du vaccin. Mais de la santé en général, je pense qu'effectivement, c'est un lieu trop précieux pour être sujet à ce genre de pression, ou que le vaccin soit français ou américain. Franchement, quand on voit les niveaux de qualité des équipes de recherche, d'abord, il sera commercialisé par une boîte. La réalisation du vaccin et la communauté scientifique communique énormément entre équipes pour aller le plus vite possible. Donc ça, c'est à mon avis un faux débat. Encore une fois, le vrai débat, c'est effectivement, parlons santé publique, parlons avantages pour les gens, parlons pas dogme. Pourquoi on dit qu'il faut mettre des masques ? Il faut mettre des masques parce que c'est efficace, et que effectivement, quand on voit des jeunes comme à Saint-Tropez la semaine dernière
danser les uns contre les autres. Moi, je vais parler franchement, ça me fait flipper parce que je ne sais pas comment ma rentrée professionnelle va être si on continue comme ça. Alors, les équipes sont épuisées. Il va falloir effectivement nous aider collectivement à aller dans le bon sens. Où en est la recherche, Pascal Charbonnel, du vaccin français, s'il y en a un? Elle est au même niveau que les autres. Hein. Vous savez, les différences de recherche qu'il y a entre les vaccins, c'est de la différence de communication. Ce n'est pas de la différence de recherche. Donc, ils communiquent, on a bien vu avec l'affaire Sanofi, on a vu avec la manière dont les Américains achètent des boîtes qui travaillent dessus. Je pense que c'est un faux problème. Oui, mais c'est un problème aussi, c'est un problème, la bataille de la communication, au-delà du fait que ça brasse des milliards aussi, guerre de labo, voilà. Et parlons-en aussi, puisque ça fait réagir effectivement nos auditeurs. Voilà, des défiances si on décide de ne pas en parler, et effectivement de... Si on regarde en termes strictement économiques, le vaccin, c'est... pour une industrie de santé, le truc le moins rentable, c'est utilisé une fois et les gens sont plus jamais malades. En termes d'économie, ça ne tient pas la route. Hein. On voit bien. Or, étonnamment, ce sont les gens qui sont les plus sensibles aux données de santé publique qui sont paradoxalement presque les plus incertains par rapport au vaccin. Un vaccin pour une boîte, c'est du one shot. Après, ça marche plus. Donc, l'intérêt économique. On parle de sommes quand même colossales aux États-Unis, plusieurs milliards de dollars des États-Unis pour ces laboratoires pour qu'ils puissent développer ce vaccin. Donc, on peut. Quels seraient les bénéfices pour Gilead de trouver un médicament antiviral qui permet de soigner la Covid? Ça serait vachement plus bingo pour eux qu'un vaccin. Ça c'est sûr, mais ça prend peut-être plus de temps, effectivement. Oui, mais c'est à relativiser toujours. La santé publique, c'est toujours à relativiser. C'est un gros enjeu. Depuis qu'on fait de la santé publique, le vaccin, c'est le meilleur rapport qualité-prix avec des centaines de pourcents de différence par rapport à tous les autres approches. En tout cas, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Docteur Pascal Charbonnel, médecin généraliste, membre de la Fédération des médecins de France, et le sociologue Patrick Peretti-Vatel, chercheur de l'INSERM à l'IHU Méditerranée Infection à Marseille. Merci, messieurs. Le bilan, sondage de cette question du jour, irez-vous vous faire vacciner, et Benjamin? Le résultat final, c'est le non, sans surprise, qui l'emporte avec 78% de vos votes. Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir commenté sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Allez, le Grand Matin d'été Sud Radio continue à suivre dans quelques instants les souvenirs des vacances d'été des artistes. Et ce matin, c'est la chanteuse Oshi qui se prête au jeu du micro de Jacques Pessis. À tout de suite.